Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 1er décembre 2023, les gens, c'est parti pour les calendriers de l'Avent et nous voici ensemble pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout l'Empire Klingon, à l'exception, vous le savez, de toutes les autres. De retour sur Twitch après une émission la semaine dernière entièrement tournée en off pour les VOD et pour les podcasts, plus en forme et plus engagé que jamais, et de l'engagement il en faudra cette semaine, oh oui, vous verrez, il en faudra. Et quoi de mieux pour nous donner de la force, les gens, que d'écouter les extraits de bandes originales d'animés diffusées en fond de l'émission, histoire de découvrir ou de redécouvrir celles et ceux qui les font. Cette semaine dans Soft Power, une émission intitulée « Je ne veux pas m'excuser de faire des suites », comme ces mots qui ont été prononcés par Bob Iger lors d'une séance de questions-réponses organisée par le New York Times, puisqu'on ira faire un tour du côté des plateaux de tournage de Scream 7 de Christopher Landon, des plateaux qui vont sembler bien vides après le départ de Jenna Ortega, mais surtout de l'éviction de Melissa Barrera pour les propos que celle-ci a pu tenir au sujet du conflit israélo-palestinien, ce qui nous permettra de parler aussi de la façon dont les travailleurs et travailleuses culturelles en parlent, ou plutôt peuvent en parler. On ira passer également la tête du côté de l'Inde, ça faisait longtemps, et ce sera l'occasion de discuter ensemble d'une autre suite avec le teaser de Kantara chapitre 1, préquel à l'immense succès Kantara tout court de l'année dernière, devenu instantanément l'un des films les plus importants du cinéma kannada, et c'est de ça dont on parlera. On va essayer de comprendre ce qu'il se passe aussi du côté d'Ubisoft, puisque des joueurs et des joueuses ont eu la très mauvaise surprise la semaine dernière de découvrir en pleine partie d'Assassin's Creed, et alors qu'ils et elles allaient ouvrir leur carte numérique pour mieux se repérer, de voir une gigantesque publicité apparaître en plein milieu pour le nouveau Assassin's Creed Mirage en réduction. On se regardera les premières images évidemment de Furiosa Mad Max Story, suite spirituelle préquelle au brillant Mad Max Fury Road sorti en 2015. Spoiler, ça a l'air absolument incroyable et ça a bien failli ne jamais voir le jour. On en parlera. On jettera un œil au classement Oricon 2023 des ventes de manga au Japon, toujours un indicateur assez solide pour tenter de dégager quelles ont été les tendances de l'industrie cette année. Et vous verrez, surprise, il n'y aura absolument il y aura rien du tout, c'en est même un petit peu désespérant. On préparera la bouteille de liqueur de prune comme souvent dans l'émission pour fêter la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses des studios d'animation de Disney, mais pas n'importe lesquels, les travailleurs et les travailleuses à distance, et ça nous en dit beaucoup sur la réorientation des syndicats aux États-Unis et un petit peu partout en réalité. Mais avant de parler de tout ça, je vous propose d'attaquer l'émission avec la bande-annonce de cette semaine. Préparez-vous à briser le quatrième mur, à déverser des couleurs dans les quatre coins de la pièce, à vous servir de vos pouvoirs psychocinétiques pour être sûr de bien réussir votre examen de mathématiques de demain, avant d'enfin prouver au monde que la vérité était bien ailleurs. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas démarré un numéro de Soft Power avec un animé, et quoi de mieux pour reprendre de bonnes habitudes que de démarrer avec la première bande-annonce de l'adaptation très attendue de Dan Dadan, adaptation du manga déjà culte de Yukinobu Tatsu, ancien assistant de Tatsuki Fujimoto sur Fire Punch et sur Chainsaw Man, dont l'affiliation avec Dan Dadan est littéralement évidente. Un manga à l'énergie démesurée, dont la qualité ne cesse tout au long de rimer avec créativité, absurdité et étrangeté. Lisez Dan Dadan. Dan Dadan, c'est une œuvre bizarre, grisante, dérangeante, repoussante parfois, jouant constamment sur et avec les codes du genre pour mieux surprendre, dans une fiction qui interroge régulièrement sa propre nature et sa relation à la réalité, le tout dans une constante folie graphique où les trames deviennent des cases, où les cases deviennent des trames, où les onomatopées servent de ligne de fuite et où les styles se multiplient pour mieux confiner au fantasque. Et vous comprendrez sans doute à mes quelques mots tout le plaisir que j'ai eu à découvrir Dan
Dandadan, lisez Dandadan, et tout mon entrain que j'ai à vous le partager. Plaisir renouvelé avec l'annonce de cette adaptation animée de ce qui s'annonce déjà être une Dream Team. Fuga Yamashiro à la réalisation, connu pour son rôle clé dans la direction et la supervision de la production des brillants et un peu fous Inoue et Yojoran Time Machine Burusu. Kiyoshi Seiko au script. Kiyoshi Seiko, après avoir travaillé sur la saison finale de l'Attaque des Titans, sur Mob Psycho 100, sur Chainsaw Man, sur Vinland Saga, sur Jujutsu Kaisen, aussi sur Dorohedoro, j'en passe et j'en passe. Naoyuki Honda au Chara Design, Ergo Proxy évidemment à jamais dans mon cœur, et bien sûr le clou dans la cerise sur le gâteau qui couronne le bouquet du comble, Kensuke Ushio, mon sang de la veine à la musique, après avoir enchaîné les bandes originales folles qui avaient été celles de Japan Sing, de Devilman Crybaby, de A Silent Voice et bien sûr celle de Chainsaw Man. Et si on attend encore l'annonce du casting vocal qui devrait arriver à la mi-décembre à l'occasion de la Jump Festa 2024, ça sent déjà très bon. De quoi en tout cas être bien paré pour nous raconter l'histoire de Momo Ayase et de Ken Takakura, deux lycéens croyant respectivement aux fantômes et aux extraterrestres qui, un jour, alors qu'ils cherchent à prouver à l'une et à l'autre que leurs croyances respectives sont erronées, vont se rendre compte que tout est vrai et ainsi entrer dans un monde étrange dépassant de loin leur compréhension mutuelle. Vous voyez la chaîne américaine History, cette chaîne consacrée à l'histoire avec un petit H tout tordu et ses émissions pseudo-scientifiques toujours plus louches les unes que les autres. On apprend que ce sont d'anciens astronautes extraterrestres qui ont construit les pyramides et la perruque du président. Et ben voilà, c'est exactement là-bas qu'ils vont mettre les pieds. Et ce qui est intéressant avec Dandadan, c'est que comprendre sa folie revient en partie à comprendre ses conditions de production, tant l'œuvre originale est corrélée à sa plateforme de publication, le Shonen Jump Plus. Lancé en septembre 2014, le Shonen Jump Plus est la version numérique du plus gros magazine de prépublication de manga au Japon, le Weekly Shonen Jump. À l'époque, il s'agissait de répondre à la croissance du début des années 2010 du marché du livre électronique, mais aussi et peut-être immédiatement surtout de pallier l'impossibilité de distribuer le magazine papier suite au grand tremblement de terre de 2011. En 2014, après des essais plus ou moins fructueux et différentes premières versions de plateformes numériques, est finalement lancé le Shonen Jump Plus. Publicité dans le magazine papier, Yoshihisa Heishi au poste de rédacteur en chef, lui qui aura été rédacteur en chef du magazine papier pendant 6 ans, le tout dirigé par Shuhei Hosoi, rédacteur en chef adjoint du Weekly Shonen Jump en 2015. Le magazine en ligne est lancé en grande pompe, proposant à la fois le magazine papier dans un format numérique et des œuvres originales. En un an, l'application devient aussi incontournable que les très installés Line Manga, Manga Box, Manga One et autres futurs Picoma, et très vite rentable. Et ce qui est intéressant, les gens, c'est que la moyenne d'âge s'est rapidement révélée être un peu plus élevée en ligne, avec des lecteurs et des lectrices dans le milieu de la vingtaine et au-delà, là où la majorité des lecteurs du magazine papier ont moins de 25 ans, des lecteurs et des lectrices plus âgés, des diplômés du Jump, des utilisateurs et des utilisatrices de Nico Nico Douga, le YouTube japonais, comme ils et elles sont surnommés par la presse, non sans une forme de condescendance par ailleurs, ce qui, combiné avec le fait que l'objectif éditorial poursuivi par la plateforme en ligne a été dès l'origine de rechercher massivement de nouveaux talents par l'intermédiaire d'une plateforme nommée Jump Rookie, permettant à quiconque de soumettre son travail pour être publié sur Jump Plus, possiblement de basculer dans le magazine papier et d'être sérialisé par la suite dans des volumes reliés si succès il y a. Tout ça a rapidement amené la plateforme à être plus souple dans ses restrictions éditoriales, moins stricte autour du contenu explicite, que ce soit pour le sexe ou pour la violence, mais aussi poussant structurellement les œuvres à se démarquer dans leur forme, dans leur créativité, mais aussi dans la maturité, dans la complexité de certaines de leurs thématiques, tout en conservant une étiquette shonen à destination d'un public adolescent, étiquette ayant matériellement alors de moins en moins de sens. Le tout dans une relative liberté de publication, quant au nombre de pages par épisode, quant à la fréquence de sérialisation aussi, qui peut changer en cours. En 2019, les gens tous s'accélèrent. Le manga Kanata no Astora devient le premier manga en ligne à remporter le manga Taisho, une récompense prestigieuse du monde du manga. L'application devient alors un sujet sur les réseaux sociaux. À partir de là, et notamment avec des modifications techniques qui vont mener à la gratuité de beaucoup d'œuvres originales en première lecture, je vous passe les détails,
vont s'enchaîner d'énormes succès dont vous avez probablement déjà entendu parler, dont vous avez probablement déjà entendu les noms. Si vous êtes amateur ou amatrice de manga, Spy Family, évidemment, Kaiju 8, Jigokuraku et Dan Dadan, précisément. Dan Dadan dont l'énergie, la folie, la douce transgression et toute la créative étrangeté sont autant, il me semble, des témoins des climats intérieurs de leur auteur que des conditions de production de la plateforme Jump Plus qui les recherche, les favorise et les met en avant. Ce pourquoi, il me semble, il est aussi difficile d'imaginer la naissance d'un Dan Dadan dans les pages papier du Weekly Shonen Jump que celle d'un One Piece, à contrario, dans les données numériques d'un Shonen Jump Plus. Petit aparté quand même pour souligner assez rapidement que contrairement à ce que j'ai pu lire sur pas mal de sites, les conditions des mangakas sur ces plateformes en ligne ne sont pas une énorme amélioration de l'enfer quotidien des mangakas papier, notamment en ce qui concerne les salaires, puisqu'on apprenait l'année dernière l'histoire de Suzuo, un auteur sur la plateforme qui a un petit peu levé le bâillon pour parler de son salaire, un salaire fixe très bas, à compléter avec des primes en fonction du nombre de vues que vous réalisez. Si ça vous rappelle des choses qu'on a pu dire il y a quelques semaines sur les nouvelles structures de paiement chez Spotify, c'est tout à fait normal. Et quelle boîte les gens a annoncé cette semaine avoir signé un partenariat avec Shonen Jump Plus pour étendre ce modèle au monde de l'animation? Netflix, fin de l'aparté. Bref, Dan Dadan, je croise les doigts très fort, hop, voilà, pour que l'animé soit à la hauteur du manga et tous les astres semblent bien alignés pour que ce soit le cas. Sortie prévue, les gens, en 2024, de quoi se préparer à toute la folie de l'œuvre. Le shonen, il a changé, comme le disait notre cher Kylian Mbappé. At the table, we will remain for as long as it takes during the strike. And we will remain on strike until the government addresses our key issues. The main union demand more money. More than 30 Après la grève des scénaristes d'Hollywood, après celle des acteurs et des actrices, après tous ces mouvements de syndicalisation qui ont touché les industries audiovisuelles ces derniers mois, pas seulement aux États-Unis, et qu'on a essayé de suivre au mieux dans Soft Power, on pouvait peut-être penser que tout allait se calmer un petit peu en sirotant des pina coladas et en se faisant un top 10 des meilleurs piquets de grève de l'année, que tout allait se calmer un petit peu en tout cas jusqu'à l'année prochaine où l'IA TSE, l'énorme alliance internationale des employés de scène, de théâtre, de cinéma, désormais des artistes VFX et le TAG, le syndicat des animateurs et des animatrices, entameront à leur tour des négociations pour de nouveaux contrats. Eh bien non, rebondissant très fortement sur cette phrase brandée par le syndicat des scénaristes lors de sa victoire en septembre, quand les travailleurs et les travailleuses s'unissent, ils gagnent, c'est au tour des travailleurs et des travailleuses à distance des studios d'animation Walt Disney dans 6 États différents de déposer une demande de syndicat auprès d'eux. Je vous le donne dans le mille, le TAG, le syndicat des animateurs et des animatrices, des travailleurs et des travailleuses à distance, une première historique qui, selon le TAG, marque un changement de braquet fondamental dans ses propres stratégies, mais aussi pour toutes les organisations qui s'efforcent de protéger au mieux les travailleurs et travailleuses du monde de l'animation. Je cite le communiqué du TAG, « Ce développement syndical historique crée un précédent pour l'industrie de l'animation, reconnaissant l'importance d'adapter les conventions collectives à l'évolution du paysage du travail. La Guilde de l'animation et l'IATSE sont fiers de soutenir leurs membres dans la réalisation d'un cadre juste et inclusif qui respecte les réalités d'un environnement de travail à distance. » Ce à quoi Ben Spake, un des organisateurs du TAG, a ajouté, je le cite aussi, « La campagne de syndicalisation des travailleurs à distance du TAG est motivée par un principe de base. Les artistes et les écrivains qui font le même travail pour les mêmes studios devraient avoir les mêmes droits et les mêmes normes de travail, quel que soit l'endroit où ils vivent. » Un mouvement historique donc, mais pas tout à fait si inattendu. D'abord parce que le TAG, le syndicat des animateurs et des animatrices, est depuis quelques mois en pleine restructuration, originellement représentant et défendant les droits des travailleurs et des travailleuses de Los Angeles, qui a toujours été un centre majeur de l'industrie de l'animation. Le syndicat s'est récemment étendu à New York, à Porto Rico, au Texas ou encore en Virginie pour faire face à l'expansion de l'industrie de l'animation et au travail à distance, d'où le fait qu'il invite désormais tous les travailleurs et toutes les travailleuses de l'animation à distance intéressés par la syndicalisation à contacter un organisateur directement sur le site internet du TAG, mais aussi, peut-être surtout parce que si le travail à distance est devenu une option
plus ou moins viable pendant la pandémie, il faut reconnaître en même temps que les conventions collectives existantes n'avaient pas et n'ont pas été conçues pour s'adapter à des changements aussi soudains. Reconnaître que beaucoup d'employeurs, à commencer par les studios d'animation Disney, en avaient profité et en profitent toujours par ailleurs pour jouer avec les limites des négociations avec les syndicats. Que se passe-t-il si la protection syndicale s'applique au comté de Los Angeles? Eh bien, embaucher des travailleurs et des travailleuses à distance qui en sont à l'extérieur. Des manipulations qui ont entraîné mécaniquement des baisses de salaire et des avantages sociaux limités pour bon nombre de travailleurs et de travailleuses culturelles. Et cette question du travail à distance, les gens, était et est d'autant plus urgente qu'une étude de 2020 du National Bureau of Economic Research a montré que 37% de tous les emplois aux États-Unis pouvaient être occupés à distance. Mais si cette annonce de syndicalisation pour les travailleurs et travailleuses à distance est historique, c'est parce qu'elle concerne le secteur de l'animation en particulier, puisqu'il faut rappeler qu'en 2015, ce sont les employés de Gawker Media qui publiaient des sites web, employés dont un tiers travaillaient à distance, qui avaient voté en faveur d'une syndicalisation, une première à l'époque pour une société de médias numériques, ce qui avait alimenté le carburant des employés des journaux HuffPost et Vice pour en faire autant, amenant les employés à pouvoir obtenir des choses comme des augmentations annuelles garanties, des salaires minimums, mais aussi une plus grande diversité et une indépendance éditoriale. On peut se rappeler aussi que le National Labor Relations Board avait récemment travaillé à changer la jurisprudence qui interdisait aux employés d'utiliser leurs emails de travail pour s'organiser syndicalement, même si c'est toujours mieux de ne pas le faire, petit conseil. A fortiori qu'on en avait déjà parlé, en réaction, les luttes anti-syndicales se font toujours plus fortes ces dernières années. Courant 2020, on peut se souvenir que les travailleurs et travailleuses à distance d'Everlane, une entreprise de conception et de fabrication de vêtements, travailleurs qui s'étaient syndiqués, avaient mystérieusement été licenciés. Mystérieusement, bien sûr, puisque les exécutifs de la boîte avaient nié, soulignant à plusieurs reprises qu'il s'agissait du hasard. Décidément, toujours là, lui, vous comprenez, il fallait licencier les gens. Et il se trouve que c'est mystérieusement tombé en très grande partie sur celles et ceux qui s'étaient syndiqués quelques semaines plus tôt. La faute a pas de chance. Cette excuse est fausse, Carlito. On peut aussi rappeler la grande grève fédérale canadienne de cette année, dont vous avez vu quelques images à l'instant, où les syndicats avaient bossé à intégrer le travail à distance en convention collective, parce que la question urge, et urge davantage que beaucoup avaient pu croire à un moment donné, en une forme d'émancipation par le travail à distance, avant de se faire rattraper par le réel de notre mode de production qui remplit tous les espaces possibles et efface progressivement la frontière entre maison et travail, et où, après tout, le temps économisé sur les déplacements pourrait bien servir à placer 2-3 réunions par-ci, par-là. Non, vous croyez pas? Entendez-vous le sel, les gens qui égrènent ma voix? C'est du sel de mer, la baleine, depuis 1934, d'où l'intérêt plus que pressant pour les travailleurs et travailleuses culturelles, notamment du monde de l'animation, aujourd'hui très atomisé, de passer le cap du regroupement pour peser sur les rapports de force, ce qui est désormais fait cette semaine. GG, well play, puisqu'il faut-il le rappeler, comme le soulignait Hamilton Nolan, journaliste au In the Times et ancien rédacteur principal de Gawker, je le cite, « Travailler à distance ne doit pas vous empêcher de vous organiser, parler à un syndicat ou un organisateur syndical. Cela va probablement impliquer beaucoup de conférences téléphoniques. J'ai passé de nombreuses heures de ma vie sur ces appels et cela peut parfois être un petit peu douloureux pour le coup, mais ça en vaut largement la peine. » Des mots bien sages et aujourd'hui encore plus que jamais nécessaires à bon entendeur. Dans Soft Power, je commençais à me sentir mal. Pour celles et ceux qui regardent l'émission en VOD sur YouTube, ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien pour vous, puisque la bande-annonce sera très certainement agrippée par des bots YouTube pour atteinte aux droits d'auteur, comme dans 100% des cas. Et quel retour, les gens, avec ce teaser de Kantara chapitre 1, le nouveau film de Rishabh Shetty, une des figures de proue du cinéma Kannada, et déjà réalisateur et acteur principal du film Kantara tout court, un film sorti l'année dernière qui avait tout cassé au box-office, devenant de fait le deuxième film Kannada le plus rentable de tous les temps et le quatrième film le plus rentable en Inde de l'année 2022. Le film étant initialement sorti en langue kannada avant d'être traduit dans 4 autres langues indiennes du fait de son succès critique et commercial. Un film très curieux que vous pouvez par ailleurs voir sur Netflix, dont l'intrigue se déroulait sur 3 époques différentes et explorait à sa façon le conflit entre tradition et modernité, bien mieux que la majorité des youtubeurs japon, ça c'est certain. Et c'est donc sans trop de surprise qu'une suite, ou plutôt une préquelle du Kantara original est rapidement passée en production, très rapidement même. Une suite qui approfondira, nous dit-on, la mythologie du Butakola, cette danse chamanique répandue au Tulunadu et dans certaines parties du Malenadu, gouvernement du Karnataka ayant même été jusqu'à mettre en place une allocation mensuelle pour
les artistes de Butakola de plus de 60 ans. Et ce Kantara chapitre 1 devrait nous amener à son tour loin dans le passé, sous le règne de la dynastie Kadambas entre 2504 et 2309 avant Keanu Reeves. Tu crois qu'il a réellement fait le calcul? Bah je pense, ouais. Il a trop de temps libre. Ce serait mieux de faire des streams Twitch. Et ce qui est intéressant, les gens, avec ce Kantara chapitre 1, c'est que malgré le colossal succès du film original et le déjà attendu succès de ce nouveau film, dont la bande-annonce a éclaté les 20 millions de vues en 48 heures, alors qu'on n'y voit quasiment rien, c'est qu'il se présente un peu à la marge de cette grande tendance à la nationalisation des productions locales indiennes dont on a déjà parlé dans Soft Power. La semaine dernière, Rishabh Shetty était à Goa pour l'IFFI, l'International Film Festival of India, où il a déclaré, je le cite, « Après le succès de Kantara, j'ai reçu des offres non seulement des films en hindi, mais en plusieurs autres langues, en plus du Kannada. Ce sont beaucoup d'opportunités que je manquerai parce que je ne quitterai pas l'industrie du Kannada. » Avant de préciser que ce serait de nouveau seulement une fois le succès atteint en langue Kannada qu'il envisagerait la sortie du film dans d'autres langues, même si j'ai envie de dire, au fond, c'est pas toi qui décides. Ce qui est loin d'être un voyage tranquille en plus, d'autant plus que le réalisateur a aussi précisé que les plateformes de streaming locales qui drivent et financent désormais une grande partie des productions audiovisuelles indiennes ont encore un rapport assez compliqué à l'industrie Kannada du fait de nombreux échecs successifs chez elle. Industrie Kannada qui est ou qui n'est, selon le point de vue, que la 4e industrie cinématographique indienne. Sauf que ça, les gens, ça pourrait bientôt changer selon certains analystes et autres spécialistes du cinéma indien. 2022 a été considéré comme un âge d'or pour le cinéma Kannada, bénéficiant de sa plus grande visibilité historique, que ce soit en termes d'attention internationale, de recettes au box-office ou de retours critiques sur les productions. Côté finance, c'est en quelques mois plusieurs films qui sont entrés dans le prestigieux club des 100 crores, le milliard de roupies indiennes, 13 millions de dollars, souvent déterminant pour déclarer qu'un film est un succès commercial ou non. 7 films Kannada entrant dans ce fameux club en 4 ans, alors qu'il lui avait fallu 84 ans pour en mettre un seul, c'est pas mal. Pas mal, oui, même si depuis une toute petite poignée de films indiens ont dépassé les 1000 crores, ouvrant un nouveau club encore plus sélect que le précédent. Et quel film en 2022 a passé les 1000 crores ? KGF2, un film en langue Kannada, je vous le donne dans le mille, avec les 400 crores de Kantara, mais aussi les succès d'autres films Kannada comme Vikrantrona, comme James ou encore comme 777 Charlie. Vous commencez à comprendre que les lignes des rapports de force économique des industries indiennes commencent légèrement à dévisser, a fortiori que les productions en langue Kannada entrent également de plus en plus dans les festivals internationaux. Pinky Ellie avait été projeté à Prague et à Hainan, ouvrant même le festival international du film de Busan. Pedro avait été présélectionné pour la quinzaine de réalisateurs à Cannes et remportant le prix du meilleur réalisateur dans la compétition Crouching Tigers au Festival international du film de Pingyawasangti. Taledanda avait été sélectionné au Festival international du film de Londres. J'en passe encore et encore, c'est que le début, d'accord. Il est loin le temps où les investisseurs, les réalisateurs de films indie ou même le public allaient jusqu'à se tromper dans la prononciation du nom de la langue, tellement cette part de l'industrie était pour beaucoup la 5e roue du carrosse. D'où aussi cette résistance qu'on peut voir chez certaines personnes du monde du cinéma Kannada, ou en tout cas cet attachement à marquer l'appartenance de leurs œuvres à l'industrie Kannada, une résistance longtemps intégrée dans la loi qui, pendant des décennies, interdisait carrément le doublage des œuvres et dont on peut encore ressentir aujourd'hui une certaine culture de protection dans l'industrie Kannada, mais qui progressivement, avec le travail militant d'organisation et de personnes comme le réalisateur Pawan Kumar, se réduit pour mieux ouvrir le cinéma Kannada. C'est par ailleurs ce dernier qui résumait bien la situation en soulignant après la sortie de Kantara, je le cite, « Tout le monde avait l'habitude de nous regarder de haut, maintenant ils s'assoient et font attention à nous ». D'où la position en 2 temps de Rishabh Shetty, le réalisateur de Kantara, de dire on laisse Kantara chapitre 1 en langue Kannada, c'est important, mais on traduira quand même si ça peut faire des sous-sous, puisque c'est peut-être ça la plus grande différence avec avant, désormais entré dans le combat de l'industrie nationale cinématographique et des superproductions, il n'est plus tant question pour le cinéma Kannada d'affronter le cinéma tamoul, d'affronter le cinéma hindi, d'affronter le cinéma malayalam, que tant de se confronter à des superproductions désormais nationales sur le terrain du national. Et quoi de mieux pour ouvrir ce chemin que ce Kantara chapitre 1 dont la sortie est prévue pour fin 2024, il ne restera plus les gens qu'à faire une dernière chose pour être définitivement à la hauteur, autoriser la rediffusion des bandes annonces sur YouTube. Allez s'il vous plaît, c'est pour la bonne cause.
But yeah, overall, I think I'm mostly just shocked at the overall drop in the industry from 4 series being at 10 million, and then the previous year, 3 series being well above 20 million, to now, again, the manga atmosphere is sort of stabilizing, only having one above 10. And the only reason really for that one being above 10, because again, it's 10.5. Une petite news très courte pour faire le point sur le classement Oricon 2023 des mangas au Japon. Toujours une bonne occasion de se faire une idée des tendances qui parcourent l'industrie de la bande dessinée la plus lucrative au monde. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le classement Oricon, c'est ce classement qui mesure les ventes des produits culturels au Japon, tels que les livres, les mangas, les CD, les DVD, les jeux vidéo, etc. Un classement établi par la société Oricon qui collecte et analyse tout un tas de données de ventes provenant de diverses sources et qui est régulièrement considéré comme un indicateur de popularité plus ou moins fiable des artistes et des œuvres. Un classement très attendu chaque année, évidemment, en ce qui concerne les ventes de mangas par volume d'un côté et par série de l'autre, histoire de suivre le mouvement de l'industrie. Je vous propose, les gens, qu'on s'intéresse surtout au second, puisque le classement par vente de volume, c'est littéralement de 1 à 10. One Piece, Jujutsu Kaisen, One Piece, Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen, Spy Family, One Piece, Jujutsu Kaisen, One Piece, Jujutsu Kaisen, Spy Family et Tokyo Revengers tome 31 qui s'est un petit peu perdu par ici. Pas grand chose de très intéressant à en tirer, mais côté classement des ventes par série, là ça change un peu. De 1 à 10, on retrouve sans trop de surprise et largement bénéficiant de la continuation de l'effet Coupe du Monde, Blue Lock à la première place, l'œuvre de Muneyuki Kaneshiro et de Yusuke Nomura avec 10,52 millions de tomes vendus sur l'année. Pour ce qui est un manga à mi-chemin entre le manga sportif et le Battle Royale, il y a vraiment cette impression très forte en lisant Blue Lock de voir un manga qui aurait été conçu par un algorithme Netflix, c'est assez prégnant. En deuxième position, on retrouve Jujutsu Kaisen de Gege Akutami et ses 8,54 millions d'exemplaires, quittant ainsi la première place après 2 années de domination. One Piece en 3 avec Eiichiro Oda avec 7,18 millions d'exemplaires. One Piece qui gagne une place chaque année et qui de toute façon survivra à tous ses autres concurrents, c'est à n'en pas douter. Oshinoko d'Aka Akasaka et de Mengo Yokoyari en 4, la plus grosse percée de l'année, largement aidé par le succès d'un animé de qualité. Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto en 5, bénéficiant lui aussi de l'aura de la production du studio MAPPA. Slam Dunk carrément, merci le film de Takehiko Inoue en 6. Spy Family de Tatsuya Endo en 7. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je crois que je suis définitivement trop vieux. My Hero Academia de Kohei Horikoshi en 8. Il est temps que cela s'arrête. Tokyo Revengers de Ken Wakui en 9 qui fait 6-7 fois moins de ventes qu'en 2021 mais qui se tient et qui tient son top 10. Et Kingdom de Yasuhisa Hara en fin de peloton avec ses 3,19 millions d'exemplaires et qui témoigne d'une constance presque insolente. Bref, les gens, en quelques mots, parce qu'il y a d'autres choses à dire dans l'émission aujourd'hui, un classement qui prouve encore une fois la pleine hégémonie des productions à destination du public adolescent au Japon, toujours largement drivé par le magazine de prépublication Weekly Shonen Jump, un Jujutsu Kaisen aussi encore extrêmement puissant, bien que réalisant 3 à 4 fois moins de ventes qu'en 2021. Et d'ailleurs, ce qui frappe à la lecture de ce classement, c'est bien le volume de vente global beaucoup moins élevé que sur les années passées. Pour vous dire, en 2021, le premier du classement, c'était 30 millions de ventes. Cette année, c'est 10 millions. Ça, les gens, pour les crypto-bros, c'est littéralement un bear market. On peut aussi observer une constance des mangas de sport à toujours trouver une place ou deux dans le classement. C'était Haikyuu en 2021, c'est Blue Lock et Slam Dunk en 2023. Slam Dunk, sérieux, la classe pour un manga qui a plus de 30 ans. On retrouve aussi Spy Family et Chainsaw Man dans ce top, 2 œuvres issues du Shonen Jump Plus dont on a parlé en début d'émission, même si pour Chainsaw Man c'est pas tout à fait vrai puisque la première partie du manga la plus connue et la plus vendue s'est faite sur le magazine papier, et c'est bien sûr un classement qui en dit autant sur ce qu'il montre que sur ce qu'il ne montre pas. Pas de shoujo dans ce top, ces mangas dont la cible éditoriale est majoritairement un public féminin, pas de manga indépendant, pas de surprise non plus, à part peut-être le succès assez foudroyant d'Oshinoko, et un classement qui prouve une fois de plus le lien très fort qu'il y a entre succès papier et succès animé, les deux se nourrissant l'un et l'autre, les animés de Blue Lock, de Jujutsu Kaisen, de One Piece, d'Oshinoko évidemment, de Chainsaw Man, du film Slam Dunk, de l'animé Spy Family et celui de My Hero Academia, ayant tous été d'importants succès. Voilà pour ce petit tour de l'industrie du manga 2023 au Japon, qui ne surprend pas vraiment et qui pose toujours la question du visage du paysage mangaphile une fois ces grandes séries fleuves très dominantes terminées. Mais ça va,
la fin de One Piece, c'est quoi? Horizon 2155. On vivra littéralement tous et toutes dans Mad Max. On sera sous le règne d'Emmanuel Macron, 3 président du monde, et Keanu Reeves aura toujours exactement le même visage. J'ai hâte, j'ai hâte. Il est 18h43 au Japon, il doit être 10h43 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture. C'est l'heure de la pause musicale de la semaine. Une pause musicale dont on aurait pu mettre un échantillon sonore à côté du mot sans puissanté dans le dictionnaire, tellement elle est solide sur ses appuis turbo-propulsés, vous entendrez. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour parler du cas Melissa Barrera, tout à fait symptomatique de la complexité avec laquelle les travailleurs et travailleuses culturelles doivent jongler pour pouvoir s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien. On parlera également des publicités dans le jeu vidéo et notamment dans les jeux vidéo premium avec l'exemple récent d'Ubisoft et des publicités cachées dans Assassin's Creed. Pas si cachées que ça, on verra. Et on se galvanisera bien sûr tous et toutes ensemble à la vue de ces incroyables premières images de Furiosa Mad Max Story. Un film qui a bien failli ne jamais voir la lumière du jour. On verra ça. Allez les gens, on se retrouve dans quelques minutes. Bonne écoute. Once again, transcended 3D. Every day there's a battle in the colony. Every day with some meta technology. Ain't nobody coming around here to play. In the Colosseum, we come to throw down. Anything you wanted to take on the ground. Give it everything you got, no doubt. We're going all out. Built to fight and fight for your life. 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 If you're gonna go, gotta go all in. Cause everybody else there is out for the win. Imagination's a weapon, not a trend. Imagination's a weapon, my friend. So bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on. So bring it! If you wanna taste the glory, then bring it. If you wanna feel euphoria, bring it. Nobody can stop a warrior. Next generation writing the story. Cause in the Colosseum we come to throw down. Anything you wanna be to take on the crown. If you wanna take it, better prove it right now. Gotta give it everything, cause we're going all out. Built to fight and fight for your life. 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 Once again, transcended 3D. Every day there's a battle in the colony. Every day with some meta technology. Ain't nobody coming around here to play. In the Colosseum we come to throw down. Anything you wanna be to take on the crown. Give it everything you got, no doubt. We going all out. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Si vous souhaitez soutenir l'émission financièrement, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de passer par ma page Patreon, dont le lien est en description ou dans le chat si vous écoutez l'émission en direct. Mais vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne Twitch directement ou avec votre Prime pour bénéficier du sub gratuit inclus dans votre abonnement. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne mais que vous ne voulez pas ou ne pouvez pas la soutenir financièrement, aucun problème. Tous les soutiens, les pouces bleus, les cloches, les commentaires, les étoiles sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube, sur le TikTok, ainsi que des petits messages sur le Discord, tout ça aide énormément et donne vraiment de la force. Tous les liens, bien sûr, en description. Vous venez d'entendre Recalibration Reality Build to Fight Going All Out, extrait de la bande originale de l'animé Gundam Build Metaverse, mini-série du studio Sunrise Beyond pour fêter l'anniversaire des 10 ans de la franchise Gundam Build
et les 45 ans de la franchise Gundam. Et quoi de mieux pour fêter cet anniversaire en grande pompe que de s'offrir les services de Yuki Hayashi, dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises dans Soft Power. Yuki Hayashi derrière les bandes originales du reboot de Shaman King, derrière celle de My Hero Academia, derrière celle de Soul Eater et de Haikyuu. Ces deux dernières d'ailleurs en collaboration avec Asami Tachibana, dont on a aussi parlé dans l'émission, et les deux bandes originales des boîtes. Et c'est aussi lui par ailleurs qui avait bossé sur les bandes originales de l'assez moyen film One Piece Film Gold et de Erased en 2015. Yuki Hayashi, depuis largement une valeur sûre que je vous réinvite à découvrir cette semaine dans Soft Power. Fais ce que tu dois faire. Prends le temps que ça prendra. Mais jure-moi que tu reviendras à la maison. Furiosa, fais-moi cette promesse. Chers messieurs, chères madames, faites rugir vos machines. Je suis Furiosa! L'ange des ténèbres. La vraie question, c'est... as-tu le pouvoir de devenir un mythe ? Louée soit la sainte celle de la moto de Furiosa, protagoniste du film du même nom dont on a découvert cette première bande-annonce hier soir à la Comic-Con Sao Paulo. Après tout un petit teasing d'images dans le courant de la semaine, une bande-annonce suffisamment fournie pour être une leçon de cinéma à elle seule, encore une fois, puisque Furiosa Mad Max Saga est bien la suite, le spin-off, plutôt la préquelle, voire l'univers étendu de l'immense et possiblement indépassable Mad Max Fury Road, sorti en 2015. Mad Max Fury Road, un film qui avait mis et la critique et le public d'accord, hormis certains et certaines qui reprochaient au scénario de tenir sur un post-it, oubliant au passage que le cinéma est avant tout une affaire de mouvement, et c'est dire la profondeur abyssale qu'on pouvait trouver au film. En témoignent les nombreuses exégèses de très grande qualité qui ont tenté année après année, les unes après les autres, d'explorer et d'exprimer l'ampleur de ce qui, au-delà d'être un récit convoquant mythes et allégories en permanence, était aussi l'un des films d'action les plus fous des années 2000. C'est dire si ce Furiosa était attendu au tournant. Furiosa Mad Max Saga, de son petit nom complet, c'est donc le nouveau film du génial George Miller, dont la filmographie en fait jalouser plus d'un. Un film coécrit avec Nicolas Touris, qui avait déjà officié sur Fury Road, et c'est par ailleurs complètement la direction de ce film que de retrouver l'équipe qui avait travaillé sur l'original de 2015, d'où la présence de Margaret Sixel au montage, de Jenny Bevan au costume ou de Tom Holkenborg
Hülkenborg à la composition, ça va être encore une dinguerie. Au casting, la très talentueuse Anya Taylor-Joy, qui n'a plus grand-chose à prouver dans le rôle de l'Imperator Furiosa, succédant ainsi à l'incarnation de Charlize Theron, mais aussi Chris Hemsworth qui a l'air littéralement en roue libre dans son rôle de personnage de Dementus avec une prothèse nasale un tout petit peu douteuse, il est vrai. On retrouvera également à leur côté Alila Brown et Tom Burke qui a remplacé pied levé Yahya Abdul-Mateen II suite à des problèmes de calendrier. Un film où l'on suivra les péripéties de la jeune Furiosa dans son désir de rentrer chez elle après avoir été arrachée à la place verte des nombreuses mers par une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. Et écoutez les gens, écoutez, que dire de cette première bande-annonce si ce n'est que ça a déjà l'air de tout casser, que de nombreux plans jouent le parallèle avec Fury Road, ajoutant de la symbolique à la symbolique, que le cadre du désert et que cette image constamment orange et bleue coupée en deux est toujours aussi proéminente, que tout est iconisé à mort et que c'est magnifique. Il y a déjà plus d'inventivité dans ces premières images que dans tous les blockbusters réunis depuis 8 ans. Et on peut se permettre d'être soulagé à la vue de celle-ci, tant il n'était pas du tout dit que le projet arrive à terme, pour des raisons liées à la pandémie, bien sûr, ayant largement ralenti la production, obligeant George Miller à faire ses castings sur Skype, et la production a sans cesse décalé le calendrier, ce qui a coûté notamment le départ de Yahya Abdul-Mateen II, et c'est bien dommage, mais aussi pour des raisons financières qu'il faut rappeler, puisque George Miller et son associé Doug Mitchell, via leur société de production Kennedy Miller Mitchell, avait intenté un procès à Warner Bros pour non-respect d'une clause de contrat signée entre les deux parties. La clause était très simple. Si le budget de Mad Max Fury Road était tenu, la boîte de production de Miller devait recevoir un bonus non négligeable de 7 millions de dollars. Et s'en est suivi, vous l'imaginez bien, tout un jeu de ce qu'on fait rentrer dans le budget du film ou non. Warner Bros forçant très fort pour intégrer le coût des retards, de ses propres changements de décision, etc., marquant ainsi le dépassement du budget et donc l'absence de versement de cette fameuse prime, ce avec quoi l'équipe Miller n'était évidemment pas d'accord, 7 millions de dollars je le rappelle, et ce dernier en a par ailleurs ajouté puisqu'il reprochait au studio d'avoir violé une autre disposition du contrat qui prévoyait que si un cofinanceur était recherché pour la production, c'était sa boîte de production qui devait être contactée en premier lieu, ce qui n'a pas été le cas. Les tractations ont été très longues, Warner Bros a d'abord tenté de faire jouer une clause d'arbitrage, un premier juge a dit non, la cour d'appel a dit que finalement c'était possible, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le procès en Australie à l'époque avait été mis en pause au profit d'un arbitrage en Californie dont la résolution a elle aussi pris du temps et il me semble rester secrète par ailleurs. En tout cas, elle a été probablement suffisamment profitable pour que les deux parties se décident enfin à avancer, à s'atteler à la production de Furiosa A Mad Max Story, production plutôt sympatoche puisque le film a reçu une incitation au tournage de 175 millions de dollars australiens, c'est monstrueux. Je vous invite à réécouter le soft power, on parlait du film The Fall Guys pour voir ce qui se joue en Australie de ce côté-là. Et si comme moi les gens, vous êtes très pressés quant à la sortie du film, il vous faudra attendre le 22 mai prochain pour découvrir Furiosa A Mad Max Story sur grand écran. Plus que 172 jours à attendre le film qui, à son tour, peut-être, aura le pouvoir de devenir un mythe. Actor Melissa Barrera got the proverbial axe from the Scream franchise following a series of pro-Palestinian posts on her Instagram account that stirred controversy online. Spyglass Entertainment made the decision, explaining the posts had ventured over the line using anti-Semitic tropes. Barrera's posts have sparked division among fans, with some already criticizing the decision as misconstruing her message. Indeed, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Ce sont certainement ces quelques vers d'Aimé Césaire, l'écrivain, le poète, l'homme politique et l'anticolonialiste conséquent qui devait tourner dans la tête de Melissa Barrera quelques heures avant d'apprendre la semaine dernière qu'elle avait été évincée du film Scream 7 après avoir tenu le rôle principal des épisodes 5 et 6. Une éviction dont les justifications apportées par Spyglass Media Group, l'entreprise de divertissement américaine derrière la relance de la franchise Scream sur grand écran, ne laissent place à aucun doute. Je les cite: nous avons une tolérance zéro pour l'antisémitisme ou l'incitation à la haine sous quelque forme que ce soit, y compris les fausses révérences au génocide, au nettoyage ethnique, à la distorsion de l'Holocauste ou à tout ce qui franchit de manière flagrante les limites du discours de haine. Des accusations particulièrement lourdes en réaction à plusieurs prises de position de l'actrice mexicaine sur les réseaux sociaux en soutien de
la Palestine et de sa libération. Sur Instagram, on pouvait notamment y trouver l'une de ses stories où elle rappelait que, je la cite, « Gaza est actuellement traité comme un camp de concentration. Tout le monde est coincé, il n'y a pas d'endroit où aller, pas d'électricité, pas d'eau, les gens n'ont rien appris de notre histoire. Et tout comme nos histoires, les gens continuent à regarder en silence ce qui se passe. Il s'agit d'un génocide ou d'un nettoyage ethnique. » Une position politique très très radicale, bien sûr, aussi radicale en tout cas que celle des experts des Nations Unies, ces radicaux, qui rappellent régulièrement depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre que le peuple palestinien court un grave risque de génocide. Des positions aussi radicales que celles de ces 880 spécialistes de droit international et de génocide qui, à la mi-octobre, avaient signé une déclaration publique avant de tirer la sonnette d'alarme sur, je cite, la possibilité que le crime de génocide soit perpétré par les forces israéliennes contre les Palestiniens de la bande de Gaza, et des positions aussi radicales que celles de la centaine d'organisations de la société civile qui ont écrit au procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, afin d'enquêter sur le possible génocide en cours, ou que celles par ailleurs de l'Organisation pour la défense internationale des enfants, accusant aussi les États-Unis de complicité. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Spyglass Media Group, c'est un autre message de Melissa Barrera qui soulignait, je la cite une nouvelle fois, « Les médias occidentaux ne montrent qu'une partie. Pourquoi font-ils cela? Je vous laisse deviner. Les Palestiniens savent que le monde tente de les invisibiliser depuis des décennies. » Un petit je vous laisse deviner, au mieux très maladroit, que beaucoup ont jugé comme de l'antisémitisme, et justifié dans la foulée le licenciement express de l'actrice, ce que Spyglass s'est empressé d'annoncer comme vous avez pu l'entendre. Et si l'actrice est revenue quelques jours plus tard rappeler le plus clairement possible sa condamnation de l'antisémitisme et de l'islamophobie, et au passage son soutien à la Palestine, concluant par ailleurs sa publication d'un solide « Le silence n'est pas une option pour moi », cela n'aura pas suffi. Quelques jours après, c'est au tour de Jenna Ortega de quitter la production de Scream 7. Aucun lien avec l'affaire Melissa Barrera, nous dit-on, aucun lien avec la Palestine. Melissa Barrera, dont elle est par ailleurs amie très proche, aucun lien non plus avec les nombreuses caisses pour la Palestine en lien de leur Instagram respectif. D'accord, tout est prévu depuis longtemps suite à un conflit d'horaire avec la production de la saison 2 de mercredi. Peut-être, même si on pourra toujours s'interroger à minima sur le timing de l'annonce, un petit peu étrange. Mais si je vous parle du cas Melissa Barrera, c'est qu'il est tout à fait représentatif de ce qui se passe actuellement à l'international lorsque des travailleurs ou travailleuses culturelles décident de prendre la parole au sujet du conflit israélo-palestinien, licenciements, mesures disciplinaires et autres harcèlements de masse à la clé. David Velasco, rédacteur en chef du magazine Art Forum, un des plus importants mensuels sur l'art contemporain, mis dehors après que le magazine a publié une lettre signée par des milliers de travailleurs culturels appelant à un cessez-le-feu immédiat, à l'aide humanitaire à Gaza et à une libération palestinienne plus large. Wow, incroyable. Michael Essen, rédacteur en chef d'eLife, une revue scientifique universitaire. Poubelle pour avoir retweeté les gens, c'est de ça dont on parle, retweeté un article du site satirique The Onion dénonçant l'indifférence à la vie des civils palestiniens. Maha Dakil, co-responsable du département cinéma de la Creative Artist Agency, une des plus grosses agences artistiques des États-Unis, mise au banc, elle aussi, après avoir publié une image sur Instagram où il était écrit, je le cite, « Qu'y a-t-il de plus déchirant que d'être témoin d'un génocide, être témoin du déni de l'existence de ce génocide ?» Message qu'elle avait par ailleurs dû s'exprimer et pour lequel elle avait dû s'excuser publiquement, et un message qui paradoxalement lui avait valu le soutien de Tom Cruise qui est venu en personne montrer son soutien dans les bureaux de la CA parce que pourquoi pas. Et je pourrais parler aussi de Suzanne Sarandon que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans Thelma et Louise, dans The Rocky Horror Picture Show, dans Atlantic City, elle aussi licenciée de la United Talent Agency, cette fois-ci la troisième plus grosse agence artistique du pays, pour avoir tenu des propos jugés, controversés lors d'un rassemblement pro-palestinien à New York le 17 novembre dernier. Je pourrais vous parler également de Mia Khalifa, ancienne star de films pour adultes, licenciée de son poste de conseillère chez Red Light Holland pour son soutien à la Palestine sur le réseau X, même si c'était clairement pas le poste de l'année, je vous passe les détails. Et je pourrais aussi vous parler des annulations de négociations, de conférences, de conventions ou des ruptures de contrats qui ont constitué aussi certaines formes de représailles de certains créateurs et de certaines créatrices pour avoir exprimé leur solidarité au peuple palestinien. L'organisation littéraire Liprom, qui décerne un prix au Festival du Livre de Francfort, juste le festival littéraire le plus important au monde, a annulé sa cérémonie pour le lauréat de cette année, l'auteur palestinien Adania Shibli, pour une position toute molle de sécurité. Vous pensez?
Pas du tout. Jürgen Boss, le directeur du festival, ayant au contraire souligné que le festival était pleinement solidaire d'Israël et qu'il allait même accueillir des voix israéliennes une journée durant. Je vous passe là aussi les détails, mais en réponse à ça, les éditeurs et organisations arabes se sont retirés du festival. Plus de 1500 écrivains et professionnels de l'édition ont signé une lettre de solidarité avec Adania Shibli. Le 92e Street Y de New York, une organisation culturelle juive de l'Upper Manhattan, a annulé une conférence de l'auteur Viet Thanh Nguyen la semaine dernière du fait de sa signature à une lettre ouverte pour un cessez-le-feu à Gaza. La conférence du poète palestinien et journaliste Mohamed El-Kurd, elle aussi, boum, éteinte. Autant d'annulations qui ont entraîné sur certains campus des manifestations, autant de pressions qui ont été pour certaines d'entre elles relevées par le magazine d'art Hyperallergie qui s'est entretenu avec bon nombre de travailleurs et de travailleuses culturelles qui ont déclaré avoir carrément reçu des appels téléphoniques ou des courriels menaçants de la part de leurs collaborateurs, de leurs galeries, etc., après avoir publiquement manifesté leur soutien à la Palestine, poussant beaucoup au silence, même lorsqu'on en attendait bien plus, comme lorsque le syndicat des scénaristes d'Hollywood, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois dans Soft Power, a refusé de prendre la parole à ce sujet, faute de consensus trouvé en interne, nous dit-on, ce qui est probablement l'excuse la plus naze possible. J'en attendais pas grand-chose, mais je suis quand même très déçu. Des positions d'autant plus complexes que cette réduction à minima de la parole palestinienne à l'étranger se double d'un soft power international fort du côté d'Israël. Un soft power diffus quand, 4 jours après les attaques du 7 octobre, la William Morris Agency, la plus grosse agence créative du pays, invite Steve Leder, le rabbin du temple de Wilshire Boulevard, à visiter le siège de l'agence à Beverly Hills pour réconforter les employés ébranlés par l'attaque, ce qui n'avait évidemment pas manqué de générer un mini-scandale au sein de l'agence, mini-scandale rapidement résolu par une autre invitation, celle de Jonathan Greenblatt, ancien assistant spécial de Barack Obama et actuel PDG de l'Anti-Defamation League, un bon gars qui passe ses journées sur des plateaux à amalgamer toutes les manifestations anti-guerre et pour l'appel à un cessez-le-feu à des manifestations anti-Israël. Lui, il n'y a pas sa photo à côté de l'expression probité intellectuelle dans le dictionnaire, non, mais aussi du soft power bien plus direct quand 700 personnalités hollywoodiennes signent une lettre ouverte exprimant leur soutien à Israël, parmi lesquelles on retrouve Gal Gadot, l'actrice principale de Wonder Woman, qui avec le réalisateur Guy Natif s'est mis à inviter à tour de bras des dizaines de personnalités pour leur montrer les images fournies par les forces armées israéliennes qui retracent les massacres du 7 octobre par le Hamas, un contenu par ailleurs rapidement dévoilé à la presse internationale mais aussi aux parlementaires de tout un tas de pays, dont la France il y a 3 semaines. Vous en avez probablement entendu parler, et ça quelques jours après que l'actrice a posté sur Instagram, je la cite, je soutiens Israël et vous devriez le faire aussi. Roulement de tambour, a-t-elle été licenciée après cette déclaration? Réponse dans notre grand quiz à la fin de l'émission. Et tout ça, les gens, sans parler de cette ambiance très empreinte de macartisme, lorsque Mark Platt, le producteur de La La Land, envoie un texto aux dirigeants de la William Morris Agency pour demander, certainement très naïvement, comment ça se fait que Boots Riley, le réalisateur de Sorry to Bother You, était toujours en poste dans l'agence, alors que quand même, il avait demandé à ses followers sur X de boycotter une des projections de ce fameux film de l'armée israélienne dans un des centres de Los Angeles. Je vois très bien la scène. Écoutez, c'est pas que je veux que vous le mettiez dehors, je trouvais ça juste curieux que vous laissiez poster ce genre de message. Bref, idem, lorsque des agents de la United Talent Agency ont exprimé leur indignation face à une lettre ouverte dirigée par l'écrivain Ta-Nehisi Coates. Et ceci est d'autant plus frappant que tout ça est très loin d'être une nouveauté dans le paysage culturel. Les gens, on peut rappeler le petit tollé qu'avait été la diffusion du film Farah sur Netflix qui montrait les soldats de l'armée israélienne exécutant une famille palestinienne. Un scandale pour de nombreux Israéliens, de nombreuses Israéliennes et de nombreux exécutifs surtout, qui avaient poussé à l'indignation et à une vague de résiliation d'abonnements. On peut se rappeler que l'actrice Emma Watson avait été accusée d'antisémitisme après avoir publié une image sur Instagram montrant une photographie d'une manifestation pro-palestinienne où l'on pouvait voir une pancarte très tendancieuse arborer le message suivant: la solidarité est un verbe.
Waouh, radicalité, ce qui lui avait valu un beau, je cite, 10 points de moins pour Gryffondor pour être antisémite de la part de Danny Danon, ancien ministre des Sciences du gouvernement de Benjamin Netanyahou et ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies. Mais heureusement, qui lui avait valu aussi le soutien de dizaines d'artistes de renom, notamment Artists for Palestine UK, parmi lesquels on comptait Gaël Garcia Bernal, Maxine Pic ou encore Viggo Mortensen. Une affaire qui n'était pas sans rappeler celle de Mark Ruffalo en 2021, qui avait dû s'excuser après avoir émis la possibilité qu'Israël commette un génocide. Idem pour Javier Bardem et Penélope Cruz en 2014, ça commence à remonter, qui ont dû eux aussi s'excuser et clarifier leurs propos par la suite, il y a 10 ans déjà, pour un message qui ne passait pas et ne passe toujours pas, parce que c'est ça aussi les gens, le truc du soft power, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Et si en France, certains artistes ont pris la parole pour dénoncer dans une lettre ouverte, je les cite, l'insupportable silence, voire la complicité de nos politiques et plus largement de la communauté internationale, dans une chouette lettre signée par plus de 7000 travailleurs et travailleuses de l'art de la scène française, parmi lesquels Océan, Adèle Haenel, toujours solide, Mati Diop, Médine ou encore Corinne Massiero, il faut tout de même reconnaître à l'arrivée que les noms les plus importants se sont le plus souvent réfugiés, soit dans le silence, soit dans des marches de l'union, refusant les discours qui visent à choisir un camp, omettant au passage que refuser de choisir, c'est choisir de fait celui ou celle pour qui le rapport de force est déjà favorable. Chapeau les artistes, Isabelle Adjani, Pierre Arditi, Thomas Sisley, entre autres, c'est à vous que je m'adresse. Surtout que vous avez eu le droit de faire des manifestations, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là pour les manifestations pro-palestiniennes en France, poussant beaucoup de participants et de participantes à alors devoir contourner les restrictions avec tous les risques que cela comporte désormais. Wink, wink, vous voyez de quoi je parle. Et ça, quand il ne s'agit pas tout simplement d'afficher son soutien très clair à Israël, comme Patrick Bruel, comme Gad Elmaleh, comme Carla Bruni ou comme Emmanuel Béard, en demandant la paix. Bah oui, tiens, c'est vrai ça, la paix, c'est pas con, on n'y avait pas pensé. Encore faudrait-il faire un petit peu d'histoire. Bref, les gens, vous l'aurez compris, une très longue actualité pour faire le point sur ce 2 poids 2 mesures culturelles depuis largement documenté dans le traitement de l'information par les médias, notamment en France, qui se retrouve dans l'existence et dans l'étendue de liberté de parole et d'expression de travailleurs et de travailleuses culturelles dans bon nombre de pays occidentaux, des pays où il est bien souvent plus simple et beaucoup moins risqué de prononcer 7 fois par jour le mot condamné qu'une seule fois le mot libéré en bientôt 2 mois. Pourtant, seule ligne de mire acceptable. Et c'est dans ce cadre, pour y participer, que les travailleurs et travailleuses culturelles, réalisateurs, réalisatrices, écrivains, écrivaines, musiciens, musiciennes, dessinateurs, dessinatrices et autres vidéastes sur Internet ont un rôle à jouer, celui de raconter, de partager, de diffuser dans et hors de leur art les histoires de ces lions qui n'en ont pas. Comme le souligne le défunt Chinua Achebe, romancier et essayiste nigérian, je le cite, « Il existe ce grand proverbe selon lequel, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Cela ne m'est venu à l'esprit que bien plus tard, une fois que j'ai réalisé ça, je devais devenir écrivain, je devais être cet historien. Ce n'est pas le travail d'un seul homme, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est quelque chose que nous devons faire pour que l'histoire de la chasse reflète aussi l'agonie, le travail, voire la bravoure des lions. Et bientôt, je l'espère, de la libération. » Now to play the clip by Fob XS. No way. No way. I'm not saying that in like calling him a liar. It's just unbelievable, man. One more time. Oh wait, I want to go like, let's just play the beginning. So running around. Go to open the menu to go to the map. Hey, Black Friday sale by the way, 20% off. Come buy this now too. La semaine dernière, si histoire de décompresser un peu, vous entrepreniez de lancer une petite partie des jeux Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, sortis respectivement en 2017 et 2018, vous pouviez, alors que vous cherchiez à ouvrir votre carte pour vous repérer, pour vous déplacer, tomber nez à nez sur de gigantesques panneaux publicitaires vantant les promotions pour le Black Friday du dernier Assassin's Creed en date, Mirage, une bonne grosse publicité prenant la
totalité de l'écran, comme vous avez pu le voir en introduction si vous suivez l'émission en vidéo, en plein milieu de votre jeu payé 70 boulasses, qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir bon nombre de joueurs et de joueuses qui ont alpagué les studios Ubisoft sur les réseaux sociaux. Ubisoft qui, devant l'effervescence, a publié une déclaration à Eurogamer soulignant que les publicités étaient désormais désactivées, c'est bien, et qu'elles avaient été en réalité une erreur technique, corrigée dès qu'ils avaient eu connaissance de ce problème. Évidemment, cette excuse est fausse. Encore une fois, toujours vraiment arrêté. C'est pas ça, une erreur technique. Un personnage de jeu vidéo qui disparaît dans un mur alors que vous vouliez monter à cheval, ça, c'est une erreur technique. Une manipulation qui vous empêche de terminer une quête annexe, vous obligeant ainsi à attendre un patch du jeu, c'est une erreur technique. Relaxer un garde des Sceaux dont l'élément matériel d'une prise illégale d'intérêt est caractérisé, c'est une erreur technique. Mais une grosse publicité de la taille de l'écran placée sur des anciens Assassin's Creed pour vanter les réductions du nouvel épisode, c'est au mieux scandaleux, mais c'est pas une erreur technique, a fortiori que ça fait des années qu'Ubisoft teste l'incrustation de publicité dans les menus principaux de leur jeu et que mystérieusement en 2023 celles-ci ont glissé en jeu. Oh, pas de chance, a fortiori qu'il faut garder à l'esprit qu'en 2022, la start-up française Gatsby, spécialiste de la publicité dans le jeu vidéo, avait annoncé une rondelette levée de fonds de 8 millions de dollars auprès de fonds américains Galaxy Interactive et auprès d'une petite société de jeux vidéo Ubisoft. Oh bah tiens, et qu'au début de l'année, l'organisation de classification allemande avait relevé au sein des jeux Ubisoft d'étranges microtransactions à effectuer pour supprimer des publicités. Tiens, mais pourquoi faire? Bizarre, puisqu'il faut bien saisir les gens que désormais, la publicité dans le jeu vidéo est un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars, un marché pas nouveau, hein. On se souvient de Dark Sky en 2002 où il fallait collecter des bonbons Skittles pour gagner du mana, excellent, hein. Mais un marché largement en pleine expansion. Et s'il est vrai que si on est plus habitué ces dernières années à voir des jeux à l'entrée gratuite comme Fortnite ou des jeux services en ligne être aussi d'énormes œuvres sandwich où il fait bon tester de nouvelles saveurs de Coca-Cola et d'enfiler des Jordan toutes neuves pour voir si elles vous vont bien sur le métavers, on observe depuis quelques années maintenant une vraie tendance à la hausse de la publicité comme source de revenus, souvent présentée comme une des solutions à la montée des marges des coûts de production du jeu vidéo, bien sûr, excusez-moi, et ce aussi pour les jeux premium, ces jeux payés plein pot qui reposent traditionnellement sur les coûts initiaux et sur leur contenu téléchargeable pour leur monétisation. Un marché de la publicité à la hausse dans un jeu vidéo largement aidé par la pandémie, dont ce dernier a été pour beaucoup un moyen d'évasion et un substitut à la télévision pour bon nombre d'annonceurs, même si avant ça, on avait déjà eu de belles dingueries, comme le rappelait Pile00 dans le chat, comme ces écrans de chargement publicitaire non désactivables dans NBA 2K du petit lait. Bref, les gens des publicités qui peuvent prendre la forme de vidéos, de bannières, de logos, de produits ou de personnages intégrés dans le décor, dans le scénario du jeu, voire davantage encore. Rappelez-vous cette news de 2021 sur la plateforme Player One de l'entreprise Simulmedia qui avait pour volonté de permettre à des grandes marques, écoutez ça les gens, de permettre à des grandes marques de se payer des spots publicitaires de 15 ou 30 secondes qui devaient être visionnés afin d'obtenir des récompenses in-game. Simulmedia, avec qui Electronic Arts et Tencent s'étaient évidemment empressés de signer le bonheur. De nouveaux modèles de publicité qui viennent brouiller précisément cette déjà pas très solide dichotomie entre free-to-play d'un côté, ces jeux gratuits structurés pour accueillir facilement des annonceurs et ces fameux jeux premium de l'autre. Et petit aparté, sans faire totalement du Nostradamus, je serais pas tout à fait surpris, notamment chez Ubisoft, qu'on arrive à une forme intermédiaire dans les années à venir, notamment en ligne, une sorte de Ubisoft basique, un service de streaming pas cher, mais dont les jeux seraient largement équipés de publicité, très proche de ce que les plateformes de streaming type Netflix proposent déjà. Fin de l'aparté. On peut aussi se souvenir de ce rapport d'Insider l'année dernière qui révélait les plans de Sony de davantage intégrer des publicités dans ses titres pour les prochaines années, que Microsoft avait acquis fin 2021 Xender, la société de technologie publicitaire d'AT&T, mais aussi on peut se souvenir d'exemples très spécifiques, des placements pour Verizon dans Alan Wake, des Doritos et de Pepsi dans Metal Gear Solid, des produits Coleman dans Final Fantasy XV, des exemples nombreux et de plus en plus nombreux chaque année qui tentent toujours d'intégrer plus de publicité dans leurs jeux, comme
corollaire de leur coût sur une ligne de crête de modération et de placement contextuel qui ne cesse d'être tirée d'année en année. Death Stranding, je t'adore, hein, vraiment, mais les canettes de Monster à 2 cm de l'objectif et où il ne manque plus qu'un lien affilié Kojima pour les acheter sur Amazon, c'est compliqué précisément. Et c'est dans ce cas, les gens, qu'il faut comprendre ces bannières Assassin's Creed Mirage chez Ubisoft, des erreurs techniques donc qui permettent accidentellement de toujours tirer un peu plus sur la fenêtre d'Overton de la publicité dans le jeu vidéo. Et ça sans parler des questions de type est-ce que Spider-Man 2 d'Insomniac Games n'est pas en soi une gigantesque publicité? Est-ce que Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 n'est pas en soi une publicité pour le bon goût et pour la classe elle-même? Peut-être c'est vrai que posé comme ça, on aurait envie de répondre oui, mais c'est un autre sujet qui, comme celui d'aujourd'hui, les gens ne devraient pas être résolus, lui non plus, avec des erreurs techniques. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. Vous le savez, on aura pu parler de tout un tas d'autres choses. On aurait pu parler évidemment de la déclaration de la semaine de David Zaslav, le PDG de Warner Bros. Discovery, décidément mon chouchou. On aurait pu imaginer que c'était bon, que l'homme avait suffisamment fait pour se rendre détestable et pour bien sûr remporter tous les prix du bullshitomètre de cette année. Mais c'était sans compter sur sa redoutable ingéniosité pour se surpasser encore une fois. Je le cite, « Nous traversons une période très difficile qui nécessite des décisions difficiles et beaucoup d'entre elles sont impopulaires. Nous avons dit pas de vache sacrée » avant de souligner le courage qu'avait eu l'entreprise de licencier des centaines d'employés et de ne pas sortir des films, des œuvres pourtant terminées. Je continue la citation. « Quand je regarde la santé de notre entreprise aujourd'hui, nous devions prendre ces décisions et cela a demandé un vrai courage. » Voilà, ça y est, j'ai la petite larme, il est vraiment trop fort. J'aurais pu vous parler aussi du 60e anniversaire de Doctor Who, immense partie de la pop culture britannique et influence certaines sur beaucoup d'autres œuvres internationales ici comme ailleurs. Problème, j'y connais pas grand chose, à part David Tennant, d'Alex et effets spéciaux d'Il de la série Noob. Je sais pas si j'aurais été très pertinent sur la question. En tout cas, comptez sur moi pour les 70 ans. On aurait pu aussi parler des 265 licenciements chez Unity, l'entreprise derrière le moteur de jeu vidéo du même nom. On en avait parlé il y a quelques semaines, visiblement ça a toujours l'air de super bien se passer, génial. On aurait pu tendre l'oreille pour écouter le premier single du nouveau groupe de label coréen YG Entertainment, Baby Monster, et ça a tout cassé YouTube dans tous les sens, relayant les monstres Blackpink et aespa au rang d'outsider, et ce même si le titre cartonne absolument partout, sauf en Corée, où le démarrage est plutôt mitigé pour ce genre de groupe. Là aussi, il y aurait des choses à en dire. On aurait pu discuter un petit peu aussi du jeu de télé-réalité Squid Game The Challenge, qui se passe tellement bien là aussi que des participants et des participantes à l'émission, dont on avait déjà décrit les catastrophiques conditions de tournage dans le tout premier épisode de Soft Power, souvenez-vous, devraient aller régler tout ça devant les tribunaux. Excellent. J'aurais pu aussi aborder le renforcement des liens de Pepsi et du Nigeria vis-à-vis de l'industrie musicale locale. On aurait pu aussi évoquer très rapidement la sortie du film Super Mario sur Netflix, ce sera après-demain. J'aurais pu vous dire, je vous l'avais bien dit, puisque ça y est, on sait que le mot authentique a été le mot le plus recherché aux États-Unis en 2023, selon le dictionnaire Merriam-Webster. Tous les bullshito marketing qu'on a pu relever cette année dans l'émission, ils sont au moins pour 50%, j'imagine. J'aurais pu aussi vous parler du fait que YouTube se lance dans le jeu vidéo, ou que ça y est, un film en prise de vue réelle, Naruto, a bien été confirmé. Incroyable, Keanu Reeves dans le rôle de Shikamaru, s'il vous plaît. Mais les gens, il a fallu faire des choix, et je vous propose d'ailleurs d'en faire un autre dès maintenant, et d'attaquer sans transition aucune les recommandations de cette semaine. Eh bien, si le film a été quasi intégralement enregistré en France, le personnage de Da-Song, l'enfant de la famille Park, a été enregistré en Belgique par Ethan Waku. Parce que la production voulait un enfant comédien sur ce personnage et qu'en France, le travail des enfants est très encadré, à tel point que c'était impossible d'en engager un dans un délai aussi réduit. En Belgique, c'est plus simple. Le cas inverse existe aussi, avec un doublage majoritairement belge, avec quelques comédiens français. C'est ce qui se passe. Vraiment très chouette que ce format question doublage de la chaîne Mr. Fox sur YouTube, sorte de foire aux questions orientée sur le doublage et leurs comédiens et leurs comédiennes. Et dans ce nouveau numéro, Mr. Fox s'intéresse à plusieurs questions qui lui ont été posées, celle des raisons du choix de comédiens et de comédiennes belges ou français. Spoiler, dans 90% des cas, c'est la thune et les conditions de travail, on est clairement à la maison. Question du doublage et de livres audio, question du rapport du doublage à la censure, et la question dont la réponse est très intéressante sur l'état du fan dub aujourd'hui,
aujourd'hui, le fandub, cette pratique qui consiste à ce qu'une œuvre soit doublée par des fans, un univers que j'ai toujours trouvé immensément classe, très empreint d'une philosophie de la libre distribution, même si bourré de défauts et très amateur à ses débuts. Et Mr. Fox en parle un petit peu dans sa vidéo, que je vous recommande donc cette semaine. Le fandub et le doublage belge, les gens, c'est sur YouTube. Mais en ce moment, le cinéma français a bon dos du côté de ceux qui, d'habitude, ne s'y intéressent pas trop et n'y sont pas vraiment sensibles. La faute a un ressenti souvent qui vient du fait qu'on sort un paquet de films, parfois oubliables certes, mais parfois exceptionnels selon moi, qui s'ancrent dans le drame. Ce genre cinématographique très propre à celui français a vraiment donné des propositions très fortes rien que cette année. Mais en général, ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit. L'exception reste Anatomie d'une chute qui a pu avoir du succès grâce à sa palme d'or et à son très bon bouche à oreille bien mérité. Mais ces quelques mois, plusieurs films français de l'ordre du fantastique sont sortis. Et ce fantastique est assez rare dans le paysage hexagonal, nous diront ceux qui souhaiteraient en voir beaucoup plus. Alors si c'est un genre qui n'est... Est-ce que je vous ai déjà dit que la chaîne Game Focus était pour moi l'une des propositions de YouTube Cinéma les plus intéressantes à l'heure actuelle? Oui? Eh ben, je vous le reconfirme. Déjà parce que l'angle de la chaîne de soutien au cinéma français, de volonté de le remettre en avant et de lui redonner de la complexité, c'est à minima salvateur. Et ensuite, puisque cette semaine, Game Focus s'intéresse au cinéma fantastique français dans une vidéo plus simple et peut-être plus personnelle que ses dernières productions. Dans celle-ci, Game Focus va s'intéresser notamment à deux films, Le règne animal de Thomas Caillet et Vincent doit mourir de Stéphane Castan. Deux films qu'il va mettre en parallèle pour leur mise en scène, pour leur contenu politique et sur la gestion de l'humour afin de mieux interroger leur rapport au fantastique comme vecteur d'interrogation du réel. C'est propre et ça spoil très peu. Que demande le peuple? Le lien de la vidéo, oui, le voici dans la description comme tous les autres. Naoko Yamada, c'est un style raffiné et noble que l'on voudrait copier mais que l'on peut tout simplement pas copier. Question qu'on peut leur se poser, est-ce que son influence se limite juste au fait d'être une réalisatrice très appréciée? Naoko Yamada, c'est 15 ans au sein du studio KyoAni. 15 ans durant lesquels elle a gagné une place spéciale au studio, avec suffisamment de poids pour revendiquer un projet aussi important que Koe no Katachi. En ce qui concerne les nouvelles générations de jeunes réalisateurs de KyoAni, Yamada est de loin la plus grande influence. Des séries comme Hibiki Euphonium, où elle a supervisé le travail de tout le monde de manière assez directe en tant que réalisatrice en chef de la série, n'ont fait que rendre cela encore plus évident. Haruka Fujita... Bon les gens, avez-vous déjà entendu parler de Naoko Yamada? Non? Eh bien, c'est l'occasion puisque cette semaine, la chaîne LKR revient sur l'histoire de celle que le vidéaste nomme la plus grande réalisatrice d'animé. Il faut doser, évidemment, mais il y a peut-être un petit peu de ça quand même. Naoko Yamada, c'est K-On!, un énorme succès du monde de l'animation où l'on suivait des tranches de vie des membres de clubs de lycée de musique du lycée Sakuragaoka, mais c'est aussi The Silent Voice, incroyable film d'animation qu'on a un petit peu tendance à oublier du fait de l'incommensurable succès de Kimi no Na wa Wa la même année, alors que The Silent Voice avait lui aussi tout cartonné, et puis Kensuke Ushio à la composition, s'il vous plaît. Mais Naoko Yamada, c'est aussi le très intéressant Lise et l'oiseau bleu, dont on avait écouté ensemble, il me semble, un extrait de la bande originale dans un précédent Soft Power. Lise et l'oiseau bleu qui avait permis à Naoko Yamada de recevoir le prix Nobulo Fuji lors des 73e Mainichi Film Awards. Et puis Naoko Yamada, les gens, c'est surtout une productivité dingue puisqu'elle est créditée sur quasi toutes les productions Kyoto Animation depuis qu'elle y est entrée. Bref, je ne vous en dis pas plus, il y a encore beaucoup à découvrir et ça tombe bien, la vidéo de LKR est là pour ça, l'histoire de la plus grande réalisatrice d'animé, c'est chez LKR que ça se passe. Point de s'y plonger pour de bon, tout s'arrête. Été 2019, Neshi est déclaré mort. À l'hôpital pour une opération, sa procédure tourne mal et son cœur s'arrête 2 fois. Pendant plusieurs minutes, on pense l'avoir perdu. Mais miracle, au bout de quelques jours de coma, il se réveille. Selon son témoignage, cette expérience lui a fait comprendre qu'il y a des choses qu'il souhaite accomplir avant de quitter la Terre pour de bon. Et l'un de ses objectifs, c'est de laisser sa marque dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Vous connaissez mon plaisir coupable pour ces grandes histoires e-sport sur YouTube, montées avec de gros violons et des gars barbus qui hurlent à tout bout de champ « Quand on veut, on peut !» alors même que toutes les autres personnes autour se disaient la même chose, mais non, rien plus du tout. Et cette semaine, pour finir ces recommandations, quoi de mieux qu'un bon gros storytelling autour de Neshi, celui qui a littéralement défié la mort pour devenir le plus grand joueur de bêtes cristallines sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Vous avez rien compris à ce que je viens de dire, ça tombe bien, moi non plus, et je dois vous avouer ne pas avoir tout compris à la vidéo, mais les gens ont l'air contents, il y a des histoires de cartes ultra rares, et on parle d'un outsider complet avec son deck que les autres joueurs et que les autres joueuses
riait. Bref, le surdoué qui a retourné Yu-Gi-Oh! Les gens, c'est la dernière recommandation de la semaine, direction la chaîne Terreau Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est la fin de ce numéro de Soft Power. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour un nouveau numéro. Si vous découvrez l'émission, que vous êtes arrivé en cours ou si vous souhaitez réécouter d'anciens numéros de Soft Power, vous pouvez retrouver l'émission en format audio sur toutes les plateformes de podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube Lex Tutor VOD. Tous les liens sont en description. Foncez. Merci pour celles et ceux, évidemment, qui donnent de la force chaque semaine à grands coups de commentaires, de pouces bleus et d'évaluation. C'est toujours à la très grande classe. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour Soft Power, votre matinale pop culture préférée de tout l'Empire Klingon, à l'exception de toutes les autres. Vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'émission. Et en attendant, prenez soin de vous, des gens qui vous entourent, et on se revoit la semaine prochaine. Allez, ciao!